Intégration ou désintégration, on en parle depuis la veille des indépendances, s'unir ou périr. Le projet intégrateur a mobilisé plusieurs générations d'Africains, des fédéralistes aux partisans d'une union autour de projets économiques, mais le rêve panafricain n'est pas souvent allé au-delà des slogans et des discours politiques. Conclusion, faute de résultats tangibles, de nombreux jeunes n'y croient plus. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le processus d'intégration? Quels sont les blocages et comment refonder la crédibilité des dispositifs d'intégration? Le débat était sans tabou à la fondation Houphouët-Boigny. Ils se sont réunis à Yamoussoukro sous l'égide du groupe Initiative Afrique, un véritable think tank qui poursuit son analyse sur les problématiques cruciales pour l'émergence du continent. David Thiombiano. Alors que depuis plusieurs décennies, les voix s'élèvent pour vanter les mérites d'une intégration régionale du continent, le désenchantement gagne les populations et surtout la jeunesse. Un constat s'impose aujourd'hui, faute de résultats probants, le projet d'une Afrique unie est en panne. Alors, intégration ou désintégration, la question est posée par le très sérieux think tank Groupe Initiative Afrique lors de sa 4e conférence internationale qui se tenait le mois dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Organisation mondiale du commerce, qui organise les accords commerciaux internationaux au niveau multilatéral, est quasiment bloquée du fait des querelles et des batailles entre les pays développés et les pays émergents. Si l'Afrique n'a pas de réponse au niveau continental, en s'associant, en se mettant ensemble, en s'accordant des privilèges et des avantages, nous aurons du mal à contrecarrer les effets négatifs qui pourraient nous venir de ces blocages du multilatéralisme. Malgré l'existence d'une trentaine d'organisations d'intégration à travers le continent, les échanges commerciaux entre pays africains sont très faibles, seulement 15%. Ce chiffre de 15%, c'est pas beaucoup. En Europe, on commerce entre pays européens à hauteur de 70%. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas grand-chose à échanger avec l'Afrique. Et c'est vraiment... Alors, ça, c'est les données statistiques. Lorsqu'on va un petit peu sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a probablement beaucoup plus d'échanges qu'on en comptabilise, des échanges de bétail, des échanges de produits alimentaires, qui se font transfrontières et qui ne sont pas comptabilisés. À qui la faute? Au gouvernement qui ne respecte pas les engagements pris, mais aussi aux secteurs financiers qui ont privilégié pendant des décennies le financement de l'import-export plutôt que d'investir dans l'industrialisation et la transformation des produits locaux. Conséquence, les principales recettes des économies africaines se réduisent à la collecte d'impôts et de taxes, ainsi qu'aux revenus des exportations des produits locaux et de minerais bruts. C'est une économie de rente qui génère peu d'emplois. Depuis des décennies, le commerce africain était surtout financé vers le commerce extra-africain, c'est-à-dire les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Et en partie parce que les banques étrangères n'ont pas de problème à faire des lettres de crédit pour leurs importateurs. Par contre, ils ont beaucoup de problèmes à financer les échanges intra-africains parce que la perception du risque à ce niveau, à leur niveau, est plus élevée que réelle. Les banquiers et les investisseurs détiennent donc une clé pour impulser le commerce intra-africain. Pour les experts, il faudrait mobiliser 120 milliards de dollars pour financer l'industrialisation et le commerce, 93 milliards par an sur 10 ans pour construire les infrastructures pour faciliter le commerce entre pays africains. C'est énorme et aucun pays ni aucune banque ne peut à lui seul relever le défi. On a la possibilité de financer, n'est-ce pas, le commerce intra-africain à partir des paiements électroniques, qui marchent très bien au Kenya, le M-Pesa. Mais quand on passe d'un pays à un espace sous-régional où les régulateurs varient d'un pays à un autre, il y a ce problème d'harmonisation auquel vous faites allusion. Je pense qu'il va bien falloir ramener les banques centrales ensemble de manière à établir un système de clearing, un système de compensation interbancaire. Du côté des entrepreneurs, on attend beaucoup de l'intégration. C'est une source d'opportunités avec de nouveaux débouchés. Aïssatou Leblond est une jeune patronne sénégalaise. Avec M&A Capital, elle crée de nouvelles sociétés sur le continent. Son rêve, faire émerger des multinationales africaines qui partiront à la conquête du monde. Aujourd'hui, on parle de comment mobiliser l'épargne des migrants
Et il y a un fait, c'est que le jour où on sera capable d'avoir des multinationales qui sont cotées sur nos bourses régionales, les Africains du monde entier, quels qu'ils soient, seront les premiers à investir sur ces entreprises-là. En 2015, la 3e conférence du groupe Initiative Afrique avait mis en évidence les défis que sont la formation et l'emploi pour les jeunes. Jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité historique? C'était la question au débat. Avec cette 4e conférence qui vient de se terminer, il ressort que plus d'intégration démultiplierait les opportunités pour les jeunes, justement. Puisque les jeunes qui ont certaines compétences, qui n'ont pas forcément les débouchés dans leur pays, grâce à l'intégration, peuvent bouger, se déplacer, casser les barrières de frontières et donc pouvoir faire valoir leurs compétences dans d'autres pays de la sous-région. Donc on a pensé aussi pendant les discussions à un système comme ça se fait en Europe d'Erasmus au niveau des étudiants qui puissent dans les grandes universités en Afrique se déployer pour pouvoir mieux se faire former là où il n'y a pas les compétences de formation dans les différents pays. L'urgence de l'intégration est perçue à tous les niveaux et la décision de l'Union africaine de mettre en place une zone de libre-échange continentale d'ici la fin 2017 va sans doute dans le bon sens. Car si rien n'est fait, l'Afrique pourrait subir les contre-coups des méga-accords négociés ces dernières années par les grandes puissances que sont les États-Unis ou la Chine. La logique reste donc s'unir pour pouvoir négocier en position de force avec des puissances comme l'Union européenne qui veut imposer ces nouveaux accords de partenariat économique, les APE. De son côté, la CEDEAO, qui fait figure de modèle d'intégration avec ses 16 États membres, s'apprête à affronter Bruxelles. Sur ces 16 pays-là, les 12 sont des pays les moins avancés. Ils appartiennent à une catégorie de pays faibles qui a beaucoup d'avantages au niveau multilatéral, mais avantages que l'accord de partenariat économique va leur reprendre parce qu'ils seront obligés de s'ouvrir à l'Union européenne. Pour Marcel de Souza, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'urgence se situe aussi au niveau des infrastructures sans lesquelles rien ne peut être fait, comme l'autoroute Lagos-Dakar, la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan ou encore les projets d'interconnexion électrique en Afrique de l'Ouest. Mais la libre circulation des biens et des personnes, tant prônée, reste une bataille à gagner pour fluidifier les échanges. De même, il faudra attendre encore 10 ans pour voir se réaliser le projet de monnaie unique. Et comme il fallait s'y attendre, le franc CFA s'est invité dans le débat. Une monnaie est faite pour aller dans le cadre d'une politique. Et donc, au-delà de l'aspect symbolique, il faudra certainement changer au niveau de la dénomination et au niveau, je dirais, par exemple, de le faire fabriquer en Afrique et non pas... Il faut également que la monnaie ait une flexibilité de taux de change par rapport à l'euro. Il faut le faire de façon gradualiste. Il n'est pas question de créer des chocs, comme l'a été la première dévaluation, mais de mettre la monnaie dans un ensemble. Et tout ça, c'est une construction et l'entreprise est au cœur de ça. Autre frein de taille à l'intégration régionale, l'insécurité. Rien ne sert de construire des routes si on ne peut pas les emprunter. Conséquence aggravante, les entreprises désertent les zones à risque. Pour les experts en sécurité, les États doivent donc développer une plus grande coopération pour faire face à la montée de la criminalité transfrontalière et de la menace terroriste. Il faut qu'on ait la même méthode d'appréciation du défi. Et ensuite, maintenant, la mutualisation des efforts n'est pas seulement rassembler des unités, des troupes, harmoniser l'armement, etc., etc. Il y a la stratégie aussi. Il faut une stratégie commune. La défense, ce n'est pas l'arme seulement. Elle est globale, elle est économique, elle est culturelle, etc., etc. Donc, le processus de mutualisation rentre dans le processus d'intégration. Intégration ou désintégration? Les conclusions des travaux menés à Yamoussoukro avec des personnalités indépendantes de haut niveau seront accompagnées par une série de recommandations publiées dans un livre blanc édité par l'Harmattan Côte d'Ivoire. La conférence du groupe Initiative Afrique a rempli une fois de plus sa mission. Mettre sur la table, sans langue de bois, un problème crucial et proposer des solutions innovantes aux acteurs économiques et politiques qui gouvernent le pays. Reste à espérer que les égos de chacun ne viendront pas ralentir ces avancées en faveur de l'intégration du continent.